Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Celeste Johnson Bird. J'espère que cette affaire vous plaira et surtout que vous ne la connaissez pas déjà. Comme vous le voyez aujourd'hui je n'ai pas de lunettes puisque je viens de tester mes lentilles de contact. C'est la première fois que je les mets, donc si vous me voyez faire peut-être des gestes un petit peu bizarres avec mes yeux, c'est tout à fait normal. J'ai encore une sensation bizarre avec l'œil droit. Je m'excuse d'avance. J'espère que ces lentilles me conviendront, comme ça au moins vous n'aurez plus jamais de reflets de lumière dans les verres. Mais avant de commencer cette vidéo, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. C'est un super moyen de nous soutenir dans notre avancée sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui le feront et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Celeste Bird. Celeste Johnson est née le 13 février 1963 à Culver City, en Californie. Sa vie n'a malheureusement pas commencé de la meilleure des façons puisque sa mère ne voulait pas d'elle. Celeste a donc été adoptée par Edwin et Nancy Johnson le 13 février 1963, soit le jour de sa naissance. Ce qui aurait pu être une chance pour elle n'en était en réalité pas une du tout. La pauvre Céleste a une éducation très difficile, a subi des abus physiques et sexuels de la part de son père adoptif et a finalement tenté de se suicider dès son adolescence. Elle n'a rencontré sa mère biologique qu'une seule fois dans sa vie et le jour où elle l'a rencontrée, celle-ci lui a simplement dit « Je ne suis pas ta mère, j'étais juste celle qui t'a mise au monde ». Donc j'imagine que pour la jeune Céleste qui était encore adolescente à ce moment-là, ça devait être un moment terrible pour elle. En effet, celle-ci avait beaucoup d'espoir quant à sa mère biologique en disant que peut-être que celle-ci n'avait juste pas le choix, peut-être qu'elle a toujours voulu la revoir, avoir un contact avec, peut-être qu'elle allait enfin avoir une famille aimante à ce moment-là, mais malheureusement, eh bien, ce n'était pas le cas, donc tous ses espoirs ont été réduits à néant. La jeune Céleste, encore adolescente et âgée de 17 ans seulement, a mis au monde des petites jumelles, Jennifer et Christina, en 1980. Craig Butcher, le père de ses deux petites filles, était le fiancé de Celeste et ils ont donc fini par se marier. Mais selon la jeune femme, Craig a eu du mal à contrôler sa colère et a choisi de gérer ses problèmes avec de la drogue ou encore de l'alcool. En 1983, Celeste a pris la décision de quitter son mari qui était violent avec elle ainsi qu'avec ses deux filles, Jennifer et Christina. La jeune femme se retrouve alors en tant que mère célibataire et malheureusement, elle n'arrive pas à gérer ses deux filles. Elle décide alors de rejoindre l'armée de l'air et n'a pas eu le choix que de laisser ses jumelles auprès de leur père Craig. Toutefois, eh bien, elle a décidé de ne pas rester bien longtemps au rang de l'armée puisqu'elle ne supportait absolument pas l'idée de rester séparée de ses enfants. Lorsque Céleste a voulu récupérer la garde de ses filles, eh bien une lutte juridique a eu lieu entre elle et son ex-mari Craig Butcher. C'était sans compter le jour où Christina, l'une des deux jumelles, a dénoncé son père à la police, déclarant que celui-ci avait abusé d'elle ainsi que de sa sœur. Donc, eh bien, rapidement, une solution a été trouvée, mais malheureusement, eh bien, cette solution n'était pas pour l'avantage de tout le monde, puisque Christina, elle, a pu aller vivre chez sa mère, mais ce n'était pas le cas de la pauvre Jennifer. Et Céleste, entre-temps, elle s'est mariée 2 fois à 2 hommes différents. Puis un jour, le suicide de Craig Butcher est survenu, et selon les sources, la date diffère un petit peu, c'est soit en 1992, soit en 1996, et évidemment, quoi qu'il en soit, ce suicide a complètement changé la donne, permettant alors à Jennifer de retourner vivre chez sa mère. En 1993, Celeste, alors âgée de 30 ans, travaille en tant que serveuse dans un country club d'Austin. C'est par le biais de ce travail que la jeune femme rencontre un homme âgé de 68 ans, un certain Steven Bird. Donc l'homme a tout de même 38 ans de plus qu'elle. L'homme, bien que très âgé comparé à la jeune femme, eh bien interpelle celle-ci. Né le 27 novembre 1924, Steven Bird était un homme d'affaires américain et une personnalité de la télévision locale de Dallas, au Texas. Il avait construit et vendu la station de télévision KBVO pour environ 15 millions de dollars, ce qui est une somme vraiment conséquente, et lui ainsi que sa femme Elise étaient ensemble depuis 42 ans lorsque
eh bien malheureusement, elle a été emportée par un cancer du cerveau lors de l'année 1993, 2 semaines très exactement seulement après la rencontre entre Céleste et Steven. L'homme souhaitait alors rencontrer quelqu'un et ne s'en cachait pas. Celui-ci désirait trouver une personne avec qui passer du temps. Voilà, il a 68 ans, il se fait vieux, il n'a pas envie de finir ses jours tout seul. Et la jeune serveuse célibataire, qui est très séduisante, était aux yeux de Steven la bonne personne pour ça. Céleste était visiblement partante et ravie quant à cette nouvelle relation, puisque à peine après un mois de relation, la jeune femme déménage chez Steven avec ses filles. L'homme avait déjà 3 enfants, tous adultes, il y avait Steven 3, Paul et Becky, et bien qu'au départ il semblait un peu sur la réserve quant à cette nouvelle relation, ils ont finalement été contents pour leur père. Rapidement, Steven a inondé la jeune femme de cadeaux plus coûteux les uns que les autres, lui paye des vacances à l'international dans des endroits luxueux, lui offre tout simplement un train de vie que la jeune femme n'aurait jamais pu avoir sans rencontrer cet homme. La jeune femme est encore mariée, mais divorce alors de son mari, Jimmy Martinez, en avril 1994. Steven et Céleste se sont ensuite mariés un peu moins d'1 an après le 3e divorce de la jeune femme, soit le 18 février 1995. Durant leur mariage, Steven lui a promis de lui donner $1 million, de l'aider à retrouver la garde de Jennifer et d'adopter ses filles. Puisque, je vous le rappelle, à ce moment-là, Craig Batcher est donc censé être toujours en vie, puisque nous sommes en 1995 et que celui-ci s'est suicidé en 1996, et donc Jennifer, de son côté, vit encore avec son père. Jennifer et Christina ont toutes les deux déclaré qu'elles s'entendaient extrêmement bien avec Steven et qu'elles l'appréciaient énormément. L'homme qui était bon et adorable a fait un effort pour pouvoir les inclure dans sa vie et les considérer comme si c'était ses propres filles. Bien que les jumelles étaient initialement assez sceptiques à l'égard de Steven, notamment en raison des relations passées de leur mère, eh bien elles ont fini par considérer l'homme comme un beau-père aimant et à s'attacher vraiment profondément à cet homme. Au fil des années qui sont passées, donc suite au décès de Craig, eh bien Jennifer est venue vivre avec sa mère et Steven et Jennifer semblaient entretenir une relation assez fusionnelle ensemble, sortant fréquemment tous les deux pour faire un brunch le dimanche matin ou encore pour des excursions l'après-midi ensemble. La famille recomposée, fraîchement réunie, semblait alors se porter à merveille. Tout le monde approuvait cette relation et les deux amants y trouvaient chacun leur compte au-delà de l'amour. En effet, l'homme avait la compagnie qu'il recherchait comme il le souhaitait, et la femme avait une situation plus que confortable pour elle et ses filles, donc eh bien tout semblait aller pour le mieux. Mais Céleste, qui n'avait pas du tout l'habitude d'avoir autant d'argent entre ses mains, n'a clairement pas eu les meilleurs réflexes pour faire fructifier cet argent, bien au contraire. Au bout d'à peine 6 mois de mariage, la jeune femme a dépensé $500 000 sur le $1 million que son mari lui avait offert. Peu de temps après, c'est avec stupeur que Steven a découvert par l'intermédiaire de son banquier que sa femme avait fait une descente dans son coffre-fort, prenant des bijoux et de l'argenterie qui avaient appartenu à son ex-femme décédée, Elise. Les dépenses incontrôlables et ingérables de la jeune mariée ont commencé à créer quelques discordes au sein du couple fraîchement marié. Effectivement, l'homme, ça commence à le déranger, à le froisser. Comme je vous l'ai dit, la jeune Céleste était incapable de gérer son argent et a fait une frénésie de dépenses après le mariage. Elle avait des dépenses complètement insensées, un train de vie excessif et des dépenses quotidiennes allant de 15 000 à 30 000 $. Elle a même une fois dépensé plus de 125 000 $ en un seul mois. Selon la jeune femme, c'était pour décorer les 2 résidences du couple avec des œuvres d'art et des articles ménagers assez coûteux. Rapidement, Steven a alors demandé le divorce, à peine avant la fin de leur première année de mariage, mais après 2 mois de thérapie, eh bien le couple s'est réuni et il a retiré sa demande de divorce. Cependant, la santé mentale de la jeune Céleste était une préoccupation majeure pour le couple. La tristesse et la dépression de celle-ci n'étaient pas nouvelles, ainsi que ses pensées suicidaires qui l'ont amené à se faire soigner dans un hôpital psychiatrique en février 1999. Alors effectivement, ça fait un petit bond dans le temps de 3 ans qui survient subitement, mais pendant ces 3 ans, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. Le couple a vécu sa vie comme il l'entendait, ils ont fait beaucoup de voyages, elle a fait beaucoup d'achats, elle s'est tout de même un petit peu calmée pour garder les bonnes grâces de son mari. Bref, tout semblait tout de même aller pour le mieux pour toute la famille. Les enfants étaient tous réunis puisque ses 2 filles vivaient avec eux. Bref, tout semblait aller pour le mieux
Jusque donc cette année 1999 où Céleste se retrouve alors dans un hôpital psychiatrique pour soigner sa dépression et ses envies suicidaires. Au cours d'une dispute animée, la jeune femme a menacé son mari de se suicider en saisissant une arme à feu. Et c'est suite à cet événement qu'elle a donc accepté d'aller en institut après intervention de la police ce jour-là. Lors de son séjour à l'hôpital psychiatrique Saint-David-Pavillon, Céleste y a rencontré Tracy Tarleton, elle aussi y étant hospitalisée. Tracy, qui était la directrice d'une librairie assez populaire, avait demandé de l'aide suite à sa pathologie mentale dont elle souffrait, étant bipolaire. Les deux femmes ont eu une connexion instantanée. Elles sont devenues très rapidement inséparables après avoir découvert qu'elles avaient vécu des événements traumatiques similaires. Mais Céleste a quitté les soins hospitaliers en juin 1999, mais malgré tout, la relation entre Tracy et elle est restée très forte et les deux sont restés en contact très régulier jusqu'à la sortie de celle-ci. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre longtemps avant que Tracy ne vienne rendre des visites très régulières à la maison de la famille Bird. Une fois, Céleste a même organisé une grande fête dans sa maison sur le lac pour Tracy et son personnel. Lors de cette fête, tout le monde, toutes les personnes qui les entouraient, ont pu observer à quel point Tracy et Céleste étaient proches, en particulier les deux jumelles qui ont vu entre leur mère et son invité des signes d'une relation intense entre elles. Tracy venait régulièrement au domicile des Birds jusqu'au jour où Steven a décidé que celle-ci ne mettrait plus jamais les pieds chez eux et qu'il ne voulait plus qu'elle ait un seul contact avec tous les membres de la famille Bird. Donc cela inclut les enfants de Céleste, les enfants de Steven. Et c'est alors que nous arrivons au 2 octobre 1999, un petit peu avant 3h du matin, lorsque Steven Bird, alors âgé de 74 ans, a composé le 911 pour obtenir de l'aide. Le vieil homme, sans défense, qui dormait seul dans sa chambre, s'est fait tirer une balle dessus par un agresseur durant son sommeil. Alors que ses organes au niveau de l'estomac commençaient à se déverser, il a appelé une ambulance et a expliqué à l'opérateur que ses organes étaient dans sa main et qu'il fallait que quelqu'un intervienne très rapidement. Le vieil homme était dans une agonie atroce et essayait de découvrir ce qui n'allait pas alors qu'il était allongé au lit. En effet, celui-ci n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé, il n'a même pas compris qu'il s'était pris une balle au niveau de l'abdomen. Et suite à cette fameuse balle que l'homme venait de se prendre, il a eu besoin très rapidement d'une intervention chirurgicale, et c'est d'ailleurs un miracle que celui-ci ait survécu à cette attaque. Donc évidemment, les ambulances, les policiers sont arrivés sur place, ils ont pris Steven en charge, il a été amené à l'hôpital, et les médecins ont découvert que Steven avait de nombreuses blessures sur ses organes internes, ainsi qu'un trou béant de la taille d'une orange dans son abdomen supérieur droit. De plus, Steven a subi d'importants dommages au côlon et a eu besoin d'une iléostomie en raison de la nécessité de faire enlever chirurgicalement une grande partie de son côlon. Le pauvre a vraiment subi l'enfer, et en plus à 74 ans, le vieil homme n'avait vraiment pas besoin de ça. Et je précise parce que j'imagine que nous sommes beaucoup à ne pas savoir ce qu'est qu'une iléostomie. Alors c'est une ouverture qui est créée par voie chirurgicale au niveau de l'abdomen, permettant donc l'évacuation des selles. Quant à Céleste Bird, sa femme, rassurez-vous, celle-ci n'a pas du tout été attaquée par cette personne qui est simplement entrée pour s'en prendre à ce vieil homme. Et celle-ci est restée aux côtés de son mari durant toute sa réhabilitation, tout en adoptant tout de même un comportement assez louche, puisque celle-ci ne laisse même pas les policiers poser des questions à Steven. Avec l'aide d'un avocat de la défense pénale qu'elle a embauché, Céleste a clairement indiqué à la police qu'il devait passer par elle avant de lui rendre une quelconque visite à l'hôpital, ce qui est tout de même assez étrange. Bien que par la suite, la femme réfute fermement cette affirmation, affirmant au contraire que c'est Steven qui a refusé de coopérer avec les autorités, et en affirmant fermement que tout ce qu'elle faisait c'était obéir aux ordres de son mari. La femme a expliqué aux policiers qu'elle n'avait rien entendu depuis sa chambre, ni intrusion, ni coup de feu cette nuit-là. Elle a expliqué que le bruit de la machine de Steven qui l'aide pour ses apnées du sommeil l'empêchait de rester dans la chambre principale avec son mari, parce que cela perturbait trop son sommeil à elle, et donc c'est pour cette raison qu'elle n'était pas dans la chambre avec lui. Les enquêteurs ont alors interrogé tous les membres de la famille Bird, que ce soit les enfants de Steven ou encore ceux de Céleste. Dans la compréhension la plus totale,
Les policiers cherchaient des suspects potentiels qui auraient pu essayer d'assassiner le pauvre Steven. Alors, pour en savoir plus, les enquêteurs ont évidemment interrogé Jennifer, Christina et même leurs petits amis. Et c'est là que les choses vont commencer à tourner au vinaigre pour Céleste, lorsque sa propre fille, Jennifer, a fourni aux officiers le nom de Tracy Tarleton. À l'époque, les autorités ne savaient pas que Céleste avait dit à sa fille Christina de ne pas nommer Tracy si jamais on lui demandait si elle savait quelque chose ou qui aurait été susceptible de tirer sur Steven. Cependant, Jennifer de son côté a choisi de signaler ses soupçons aux autorités, puisque proche de son beau-père, un homme qu'elle aimait et respectait, elle pensait que Steven méritait mieux que de rester dans l'incompréhension sur ce terrible drame, et surtout que les potentiels coupables de cet affreux drame devaient être condamnés. Ensuite, c'est la langue de Christina qui a également commencé à se délier. Elle a alors dit au détective qu'elle avait vu sa mère et Tracy s'embrasser dans son lit. Les jumelles pensaient que l'amitié de leur mère avec Tracy était bien plus profonde qu'il n'y paraît, qu'au-delà de l'amitié, elles étaient surtout amantes. Les filles ont raconté à Steven ce qu'elles avaient vu, et comme l'homme n'était pas complètement naïf, il leur a expliqué qu'il avait déjà quelques réserves quant à la relation de sa femme avec cette fameuse Tracy. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'homme ne voulait plus que la libraire vive avec eux ou interagisse avec sa famille. L'homme savait pertinemment ce que sa femme vivait avec Tracy. Alors, cette information et le fait que la porte vitrée coulissante de la chambre principale avait été volontairement déverrouillée, sans oublier que comme par hasard, l'alarme avait été éteinte la nuit de la fusillade, la police a choisi de rendre visite à Tracy Tarleton pour lui poser quelques questions. La femme explique à la police qu'elle et Céleste étaient simplement amies et qu'il n'y avait absolument rien de plus. Mais étrangement, lorsque les forces de l'ordre ont vérifié l'appartement de cette femme, ils y ont trouvé ce qui semblait être une sorte de sanctuaire, un hôtel, bref, quelque chose du genre au nom de Céleste avec plein de photos d'elle et des bougies. Bref, quelque chose de très glauque et qui signifie concrètement que ce n'est pas que de l'amitié entre ces deux femmes. Après que Tracy ait nié en bloc toute implication dans la fusillade de Steven, les détectives lui ont demandé si elle possédait ou non un fusil de chasse, juste comme ça, au cas où. Et la femme a évidemment admis en posséder un, ça c'est bien parce qu'elle n'a même pas tenté de leur cacher, elle leur a même donné cette arme sans protester, comme si finalement elle n'avait rien à se reprocher. Évidemment, ce fameux fusil a été envoyé dans les laboratoires de la scientifique, et une fois que des tests balistiques ont été faits, ils ont pu conclure que l'arme avait une correspondance identique à celle utilisée pour tirer sur Steven Bird. Tracy a été rappelée au poste de police dès le lendemain de la réception du résultat de la balistique pour un interrogatoire officiel cette fois-ci et non pas de simples questions sur le pas de porte. Lorsque les policiers lui ont montré les résultats des tests balistiques, la femme n'a eu guère le choix que de confirmer qu'elle avait bel et bien tiré sur Steven. Toutefois, elle a refusé d'expliquer son geste aux enquêteurs. Le 8 octobre 1999, Tracy a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre. Mais après avoir payé sa caution, elle a été remise en liberté en attente de son procès. Le 18 janvier 2000, 3 mois après le début de son hospitalisation suite à ce terrible drame, le pauvre Steven est rentré chez lui, toujours sous la supervision de Céleste, sa femme. Quoi qu'il en soit, pour le pauvre homme, le moindre de ses mouvements pouvait lui causer une douleur atroce suite à ses multiples opérations, et il a donc été limité à un fauteuil roulant. Céleste a déclaré que son mari voulait qu'elle s'occupe de lui plutôt que d'avoir un infirmier ou une aide à domicile, exemple tout de même assez étrange, mais bon, pourquoi pas, tout en sachant tout de même que la plaie et l'iléostomie de Steven nécessitaient un nettoyage quotidien, nécessitaient une attention particulière, et sa femme a donc reçu les instructions détaillées par les médecins de Steven quant à la façon de le faire, dans le but de prévenir toute infection et de réussir à faire en sorte de garder l'incision de son mari propre et désinfectée quotidiennement. Le but étant que celui-ci cicatrise bien, que le post-opératoire se passe bien et qu'il n'ait pas de complications par la suite. Toutefois, puisque celle-ci n'avait jamais travaillé dans le corps médical, elle a tout de même accepté de déléguer cette tâche à un professionnel. Merci. Mais dès le lendemain,
la santé de Steven a pris un tournant dramatique et il a dû rapidement retourner à l'hôpital. Sa femme a donc appelé le médecin de Steven pour se plaindre de son traitement à la clinique de réadaptation et a demandé à celui-ci d'examiner son mari. Celui-ci a donc été admis pour le traitement d'une infection dans sa région génitale, malgré l'opinion du médecin selon laquelle il ne semblait pas être en mauvaise santé lors de l'examen. L'état de Steven s'est tout de même détérioré le matin du 22 janvier 2000, ainsi un test sanguin a dû être effectué, révélant alors qu'il avait effectivement une infection. Et même si des antibiotiques ont été très rapidement prescrits dès le matin, ils n'ont étrangement pas été administrés avant l'heure de 13h. Et plus tard, dans l'après-midi, le pauvre homme, Steven Bird, est alors décédé. Il a été déterminé que le choc septique était la cause du décès. Suite à la mort de Steven, les accusations de Tracy Tarleton ont donc été modifiées de tentative d'assassinat à un meurtre. Elle a été arrêtée par les forces de l'ordre dans la foulée, malgré qu'elle avait payé sa caution. Là par contre ça ne rentrait pas en compte, celle-ci allait se retrouver derrière les barreaux en attendant son procès. Malgré les lourdes accusations dont la femme faisait face, elle a toujours refusé de donner le motif de la fusillade de Steven. Celeste Bird, quant à elle, a fait des folies extravagantes avec l'argent de Steven juste après l'enterrement de celui-ci. Elle n'avait littéralement aucun respect pour lui. Elle aurait dit à ses amis qu'elle s'était enregistrée dans un établissement psychiatrique en raison de son chagrin à la suite de la mort de son mari, mais en réalité, elle et sa toute nouvelle assistante personnelle, qui s'appelle Donna Goodson, se sont rendus à un rodéo à Houston, au Texas, en février 2000, avant de se rendre dans un casino à Lake Charles, en Louisiane. Selon le témoignage de son assistante Donna, Celeste dormait toute la journée et faisait la fête toute la nuit. Celeste Bird a très vite refait sa vie puisque celle-ci s'est remariée à peine 5 mois après la mort de Steven avec un homme nommé Cole Johnson, un barman de 41 ans. Elle a ensuite liquidé les avoirs immobiliers de son défunt mari et a utilisé l'argent pour acheter une maison proche de sa nouvelle famille à Fort Worth, au Texas. Quant à Tracy Tarleton, lorsqu'elle a vu un article de journal sur le récent mariage de sa maîtresse Celeste Bird Johnson, alors que celle-ci était incarcérée depuis déjà 6 mois, elle a finalement décidé d'appeler la police en juillet 2000 pour leur expliquer pourquoi elle avait tiré sur Steven Bird. Elle avait en effet beaucoup de choses à leur raconter. Tracy a alors déclaré à la police qu'elle et Celeste s'étaient effectivement engagées dans une relation amoureuse alors qu'elles étaient toutes les deux admises à l'hôpital psychiatrique. Une relation qui s'est évidemment poursuivie après la sortie de Celeste. Selon la libraire, sa maîtresse lui avait expliqué qu'elle n'avait épousé Steven que pour obtenir la garde de ses filles, mais que depuis, elle se sentait coincée dans un mariage sans amour. Céleste lui a dépeint un affreux portrait de Steven, expliquant que celui-ci la drainait émotionnellement et psychologiquement, suite à quoi, Tracy a adhéré à ce portrait de Steven, étant comme un mari violent. Avec l'intensité de leur amour croissant, les deux femmes ont continué à se rendre visite pendant leur traitement psychiatrique et dans des chambres d'hôtel. Une fois de retour à Austin, elles se voyaient régulièrement, Céleste séjournant chez Tracy plusieurs fois par semaine. Elle serait d'ailleurs venue chez la libraire 4 mois avant la fusillade et lui aurait demandé son aide, lui expliquant qu'elle finirait par se suicider si elle restait plus longtemps avec Steven. Tracy était terrifiée quant aux révélations de la femme qu'elle aimait, d'autant que Celeste a poursuivi sa tirade sur la façon dont Steven était méchant et sur la manière dont il avait été physiquement violent envers elle et ses filles. Et en raison des horribles abus que Celeste avait en plus de ça vécu durant son enfance et dont elle avait partagé avec Tracy, celle-ci a ressenti énormément de peine et de pitié pour elle, ainsi que beaucoup de colère envers Steven Bird. C'est de cette manière que le couple de femmes a comploté sur comment elles pourraient passer plus de temps ensemble, puisque Steven ne laissait plus Tracy accéder à la propriété ou être avec sa famille, et finalement, de comment se débarrasser de cet homme. Puisque Steven avait un petit penchant pour les cocktails à la vodka la nuit avant de dormir, Celeste a commencé à remplacer la vodka de son mari par de l'Everclear, qui est un alcool de grain sans saveur, mais à forte concentration. Et en raison de sa puissance, il peut même être utilisé comme désinfectant. Le cocktail de Steven le mettait au lit à 22h, et de cette façon, Celeste pouvait voir Tracy et rester dehors jusqu'à 14h. La libraire a déclaré que le discours sur le fait d'éloigner Celeste de Steven s'est obscurci au fil du temps.
Elle a allégué que Céleste lui avait fait acheter des pilules d'ecstasy pour les mettre dans le cocktail de Steven, dans le but de lui provoquer une overdose. Mais après cet échec, Céleste lui a finalement demandé d'acheter un livre sur les poisons, suite à quoi elle a ensuite préparé à Steven un petit déjeuner contenant des substances qui auraient pu éventuellement le tuer. Mais le pauvre homme, dont sa femme essayait d'assassiner, a réussi à survivre. En septembre 1999, Céleste a déterminé qu'elle devait jouer un rôle plus actif dans le meurtre de Steven, alors elle a mis des somnifères dans sa nourriture pour le faire s'endormir et a ensuite appelé Tracy. À l'arrivée de cette femme, elle a vu Steven inconscient sur la table à manger, et selon elle, eh bien les deux femmes ont toutes les deux essayé de l'étouffer en plaçant un sac au-dessus de sa tête. En fin de compte, Tracy a affirmé qu'elle ne pouvait pas le faire, que c'était trop pour elle. Toutefois, ça ne l'a pas empêché 3 semaines plus tard d'accepter de tirer sur Steven. À cette période, le couple marié, donc Céleste et Steven, avait planifié des vacances en Europe et Céleste a expliqué à sa maîtresse Tracy qu'elle craignait les abus émotionnels de son mari et redoutait ce fameux voyage. Elle a donc insisté auprès d'elle pour qu'elle tue Steven avant qu'il ne parte en vacances. Céleste était au courant que sa maîtresse avait quelques expériences avec la chasse et surtout qu'elle avait en sa possession une arme à feu. Tracy a dit à la police qu'elle avait de prime abord refusé de tirer sur le pauvre homme, mais qu'elle avait ensuite changé d'avis après avoir appris que Céleste était sur le point de mettre fin à sa propre vie. La libraire a ensuite fait 3 exigences à Céleste, juste au cas où elle se retrouverait en prison pour avoir tué un homme. Généralement, effectivement, c'est ce qui arrive. La première a été de trouver un foyer ou un refuge pour ses animaux. La deuxième est que Céleste devait se rendre responsable de tous les frais juridiques que cela engendrerait. Et troisièmement, que Céleste devait lui apporter son soutien pendant qu'elle serait en prison. Évidemment, la mariée a accepté toutes les requêtes de sa maîtresse, chose qui l'a rendue heureuse selon ses dires. Tracy et Céleste ont alors commencé à planifier la fusillade durant l'après-midi du 1er octobre. Céleste a expliqué qu'elle avait fait des plans pour que Jennifer sorte de la maison ce soir-là, que Christina certes serait là, mais qu'elle serait de l'autre côté de la maison avec elle, donc qu'elle n'entendrait rien, puisque je vous rappelle qu'ils sont millionnaires et que ce n'est pas une maison comme les gens de notre monde ont, mais des manoirs tellement grands qu'il peut avoir un coup de feu d'un côté de la maison, et bien ça ne s'entendrait pas de l'autre côté. Mais Tracy a expliqué à Céleste que son fusil de chasse déchargeait les cartouches usées, et suite à quoi, juste après son départ, sa maîtresse était censée les récupérer et les jeter. Tracy a affirmé que Céleste lui avait également assuré qu'elle attendrait d'appeler à l'aide si Steven ne mourrait pas immédiatement, et suivant les ordres de la femme, la libraire est entrée dans la chambre de Steven et lui a tiré une balle dans le ventre. Elle a ensuite quitté la maison, est retournée à sa voiture et est allée à son appartement et a attendu. Tracy a informé les agents qu'elle n'avait pas jeté son fusil de chasse parce qu'elle était confiante quant au fait que Céleste ramasserait les cartouches de balles comme promis, et donc il n'avait aucun souci à garder l'arme du crime. La libraire a déclaré qu'elle avait continué à se parler après la fusillade, mais ce n'est pas tout. C'est après toutes ces révélations que Tracy a donné les informations les plus choquantes à la police. Bien qu'elle ait admis avoir tiré sur Steven Bird, ça elle l'assume complètement, elle a affirmé que c'était Céleste qui l'avait réellement tué. Elle a dit qu'avant que Steven ne soit libéré du centre de réadaptation, sa femme lui a dit qu'elle n'embaucherait pas de personnel de santé à domicile parce qu'elle avait l'intention d'infecter elle-même les blessures de Steven. Suite à toutes ces révélations, Tracy Tarleton a plaidé coupable de meurtre et a accepté un accord qui lui a été donné, qui était d'une peine de 22 ans en échange d'avoir témoigné contre son ex-maîtresse et amie. Celeste Bird Johnson, qui avait été hospitalisée, n'a pu être placée en détention que le 28 mars 2002 et inculpée de meurtre premier degré, de meurtre deuxième degré et de blessure à une personne âgée. Au départ, une certaine liberté conditionnelle sous caution avait été refusée, mais après avoir fait appel, elle a pu et a été libérée sous caution pour 500 000 $. A savoir que initialement, les responsables de l'État avaient demandé 8 millions de $ pour être sûr que celle-ci ne pouvait pas sortir. À la suite de son plaidoyer de non-culpabilité, Céleste a obtenu les services d'un célèbre avocat, dans le but que celui-ci ait plus de chances de la sauver des griffes de la prison qu'un avocat commis d'office. Le procès de Céleste a commencé moins d'1 an plus tard, soit le 3 février 2003.
L'accusation l'a dépeinte comme une croqueuse de diamants qui avait épousé Steven Bird uniquement pour sa richesse, et lorsque ses dépenses excessives ont mis en péril son mariage, elle a développé une romance lesbienne avec une patiente vulnérable de son institut psychiatrique, et en tant que manipulatrice, elle a persuadé celle-ci que tuer son mari était le seul moyen pour elle d'être ensemble. La défense a fait valoir que la fixation de Tracy avec Céleste et la cupidité de ses filles était la véritable motivation du meurtre de Steven, puisque Steven a adopté les 2 filles un mois avant qu'elle ait 18 ans, ce qui en fait les héritières légales de son héritage avec les 3 enfants de l'homme. Toutefois, cette défense n'a pas vraiment marché. Le témoin clé de l'État, Tracy Tarleton, a alors témoigné devant le jury à propos de sa rencontre avec Céleste et de la façon dont elle faisait complètement confiance en la parole de celle-ci. Elle leur a expliqué qu'elle prévoyait d'emménager ensemble à la maison du lac à la mort de Steven et qu'elle était convaincue que Céleste aurait fait n'importe quoi, comme elle d'ailleurs, pour être avec. Elle a dit au jury exactement ce qu'elle avait dit aux policiers, que ce soit à propos de l'Everclear, des somnifères et de la tentative d'étranglement, et qu'elles ont finalement pensé que c'était une bonne idée que de la faire tirer sur Steven. Les 2 filles de Céleste, quant à elles, Jennifer et Christina, ont corroboré certaines parties de la déclaration précédente de Tracy. Chacune des jumelles ont témoigné que Céleste n'avait pas caché son dédain pour Steven, mais ne le faisait que derrière son dos et jamais en sa présence, comme par hasard. Elles expliquent également qu'elles avaient surpris Céleste en train de changer l'alcool de Steven pour y mettre de l'Everclear et de mettre des somnifères dans le dîner de son mari. Elles ont également dit que le traitement de cet homme par Céleste était injuste, mais cependant, elles avaient trop peur de s'exprimer de peur des représailles de leur mère. Les 2 jumelles étaient au courant de sa relation extra-conjugale avec Tracy, et Christina a même témoigné qu'elle avait la clé de l'appartement de la libraire et qu'elle devait parfois s'y rendre pour réveiller sa mère après qu'elle y ait passé la nuit. C'est horrible. Elle a également expliqué qu'elle était allée aider au nettoyage après la fête du personnel de Tracy au lac et qu'elle avait découvert sa mère et sa maîtresse dans le même lit. De plus, elle a déclaré également que la romance de Céleste et son ex-mari, Jimmy Martinez, s'est étendue sur toute l'année 1999, alors qu'elle avait divorcé de lui en 1994, pour rappel. Parfois, a témoigné Christina, elle devait conduire sa mère à la résidence de Jimmy afin de pouvoir y passer la nuit. Alors que Céleste était à l'hôpital pour la 2e fois avant son arrestation, Christina a commencé à enregistrer leurs discussions en raison de la détérioration de la santé mentale de sa mère, et le jury a alors pu recevoir un échantillon de ces fameux enregistrements, où dans l'un d'eux, on peut entendre Céleste dire « J'ai embauché quelqu'un pour tuer Tracy ». Au procès, Donna Goodson, son assistante personnelle, a témoigné que effectivement, lors de leur voyage à Lake Charles, Céleste lui a dit qu'il faudrait 2 preuves pour inculper quelqu'un. Une arme à feu, et l'autre serait Tracy. Après que Donna ait mentionné que la libraire pourrait déjà coopérer avec la police, Céleste aurait demandé si elle ne connaissait pas quelqu'un, par hasard, qui pouvait se débarrasser de Tracy. L'assistante a semblé induire Céleste en erreur en l'informant que, pour le bon prix, effectivement, il était possible de se débarrasser de n'importe qui. Après avoir montré à Donna où vivait Tracy et quel type de voiture elle conduisait, Céleste lui a remis la modique somme de 500 $ pour payer quelqu'un pour la tuer. Et on sait tous que non, tuer quelqu'un, ça n'est clairement pas 500 $ qu'utiliser, mais généralement des sommes bien plus colossales, entre 10 000 à 30 000 $ minimum. Au fil du temps, et que Tracy était encore en vie, Donna a déclaré qu'elle avait besoin de plus d'argent. Et après ça, Céleste lui a envoyé 3 versements totalisant 7 460 $, soit environ 2 500 $ chacun. Personne n'a jamais embauché un tueur à gages, l'assistante voulait simplement un petit peu d'argent, elle a réussi son coup. La défense a fait valoir que Tracy Tarleton était une femme prédatrice et trompeuse qui avait développé une fascination pour Céleste et avait agi seule pour tuer Steven. La défense, sans aucun scrupule, a également tenté de jeter la pierre sur les jumelles et de les montrer sous un angle très négatif, suggérant qu'elles n'étaient que des gamines immatures qui voulaient se venger de leur mère et que ce serait donc pour cette raison qu'elles viennent témoigner contre celle-ci. La défense a déclaré que les filles étaient des manipulatrices et qu'elles avaient besoin que Céleste parte pour obtenir la richesse de Steven. Et je trouve ça dégueulasse de la part de Céleste d'avoir tout remis sur le dos de ses filles, puisque effectivement la défense ne s'est pas construite toute seule. Après un procès de 6 semaines avec plus de 100 témoins, le jury a décidé en faveur de l'accusation
et a déclaré Céleste coupable de meurtre capital et de blessure à une personne âgée sur 3 chefs d'accusation. Céleste Bird Johnson sera éligible à libération conditionnelle lorsqu'elle atteindra l'âge de 79 ans en 2042, donc ce n'est pas encore pour tout de suite, et plus de 20 ans se sont écoulés et Céleste Bird Johnson insiste toujours sur le fait qu'elle est innocente. Pour elle, elle n'a rien commis de grave et rien de tout ça n'est de sa faute. Céleste a été enregistrée à plusieurs reprises condamnant la trahison de ses filles et les qualifiant de sœurs Menendez. Les jumelles, maintenant dans la quarantaine, s'accordent à dire que leur mère manipulatrice est à blâmer pour le malheur de Steven et qu'il ne méritait pas, mais vraiment absolument pas, tout ce qu'il a enduré auprès de leur mère. Tracy Tarleton, quant à elle, a obtenu la libération conditionnelle en 2011 après avoir purgé un minimum obligatoire de 10 ans de prison. Elle a été libérée de sa liberté conditionnelle en août 2021, donc il y a 2 ans de ça. Céleste, depuis plus de 2 décennies, n'a plus jamais reparlé à une seule de ses filles, et je pense également que ses filles n'ont pas du tout envie de reprendre contact avec leur mère. Notamment parce que celle-ci a tout de même orchestré le meurtre de leur beau-père qu'elles affectionnaient énormément, notamment Jennifer, à qui elle avait une relation fusionnelle avec son beau-père, et donc, pour toutes ces raisons, je ne vois pas pourquoi celle-ci voudrait reparler à leur mère. Alors certes, c'est la famille, c'est leur maman, mais je pense qu'après ce genre d'acte odieux, on n'a pas forcément envie de reprendre contact avec sa famille. D'ailleurs, ce sont les premières à dire que celle-ci est la seule à blâmer dans toute cette affaire, et que c'est une femme qui est manipulatrice. C'est donc tout pour l'affaire de Céleste Bird Johnson. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu, et surtout que vous ne la connaissiez pas déjà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, que ce soit concernant Céleste, Tracy, Steven ou même les 2 jumelles. Personnellement, je trouve ça vraiment odieux et horrible ce que Céleste a fait à ce vieil homme qui n'avait absolument rien demandé à personne. Quoi qu'il en soit, à présent Céleste est derrière les barreaux, Tracy a refait sa vie, je ne pardonne absolument pas ce qu'elle a fait, mais voilà, elle a purgé sa peine, maintenant elle est en liberté et j'espère qu'elle ne fera plus jamais d'actes aussi odieux par amour envers quiconque. Et ces 2 filles sont grandes, elles ont pu faire leur vie et se détacher totalement de leur mère, donc tant mieux pour elles, et j'espère que les 3 enfants de Steven, ces 3 enfants biologiques, ont pu trouver la paix après ces terribles drames. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette affaire, ou juste pour me dire un petit coucou, un petit soutien, et à vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Pour rappel, nous sommes là 4 fois par semaine. 2 vidéos sont faites par Rudy, 2 autres vidéos sont faites par moi, et vous pouvez également nous rejoindre sur tous nos réseaux personnels que vous pourrez trouver en barre d'infos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, merci à vous d'avoir visionné celle-ci, et à très vite. Ciao.